RT, bonjour. Nous filons au cinéma tous les deux. Bonjour Arthur. Bonjour Anne. Alors vous avez une bonne pêche? Pas mal. Il y a du mauvais, du bon et du moyen. Alors le bon. Le bon, alors une bonne surprise, The Happy Prince de Rupert Everett, avec Rupert Everett, Oui. et qui raconte les derniers Moment d'Oscar mois Wilde. d'Oscar Wilde à Oui, Paris, oui, oui. quand il revient, qu'il est exilé à Paris dans une Oui. chambre d'hôtel miteuse Oui. et que les souvenirs l'envahissent. Tout Donc près c'est de Saint-Germain-des-Prés. Exactement. Alors c'est le premier film de Rupert Everett qui ose gravir la montagne Wilde, et à qui il a toujours voué une immense admiration. Il a joué plusieurs fois sur scène. Et Rupert Everett est aussi un des grands défenseurs de la cause homosexuelle. Donc quand on a quelqu'un qui a du sujet et qui en plus est un défenseur de la cause homosexuelle, on peut craindre le pire. Et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. Ce qui propose une immersion sans concession dans le génie, dans le cerveau du génie Wilde, qui est inventif, c'est élégant, il cache rien. Il montre tout avec pudeur et sincérité, mais aussi bien la laideur que la beauté. Alors parfois il dérape un peu, quand on sent que c'est le défenseur de la cause qui reprend un peu le dessus sur le cinéaste, mais heureusement c'est des moments qui sont assez rares. Et surtout, ce qui est d'une beauté qui touche vraiment l'âme et le cœur, c'est quand il parle de la déchéance et des envies de rédemption de Wilde, quoi. Donc c'est une très belle surprise, c'est très beau. Alors on n'est pas forcément toujours à l'aise pendant le film parce que c'est très poisseux comme univers. On est vraiment Wilde est flingué physiquement. C'est un univers qui est très triste, mais en même temps c'est très très esthétique. Donc voilà, il faut s'attendre à être un peu mal à l'aise, mais c'est pas un malaise qui est pervers. C'est parce qu'il C'est il le montre malaise un- du héros. Exactement, c'est Tout complètement simplement. ça. Oui. Donc c'est une très très belle surprise. Et en plus, Rupert Everett joue Wilde lui-même, il est vraiment prodigieux. Comme Voilà, acteur, il a écrit, il joue, il réalise. C'est une très belle surprise. Et il faut savoir que La Ballade de Reading est l'un des plus beaux livres d'amour qui soit. Tout à fait. Et The Happy Prince, c'est une nouvelle, d'ailleurs, est tiré d'une nouvelle de Wilde. Alors c'est pas du tout happy dans le film. Alors The Happy Prince, c'est une nouvelle, c'est un conte. Ouais, c'est un conte, tout à fait. C'est l'histoire d'une statue de pierre. Ouais. Place devant le château de Versailles. En France, oui, tout à fait. Et c'est un oiseau qui va picorer les yeux et les richesses de ce prince. Et le prince va tout donner. Exactement. Et Et c'est c'est en très, filigrane très beau conte. pendant tout le film. Il c'est raconte ça, pas oui. tout, mais C'est ça, ouais. quand il raconte dans des scènes à ses enfants, il le raconte. Quand il raconte à des espèces de gamins de rue pour qui il s'est pris d'affection, il le raconte aussi. Et donc il y a ça en filigrane, ce texte très beau en filigrane pendant tout le film. Et d'ailleurs, on dit que Oscar Wilde, enfin, c'est un titre que j'ai lu, le Christ de la cause homosexuelle. Ouais, c'est ce que Mais le réalisateur dit lui-même. le prince, dans cette statue, se donne Ouais. jusqu'à la mort. C'est un très, très beau texte. Et c'est un très beau film, donc je vous recommande Très bien, si vous êtes admiratrice d'Oscar Wilde. très bien. Oui, j'avais envie d'aller le voir. Merci. Ensuite, Alors, une grosse production française qui sort, qui s'appelle L'Empereur de Paris, sur Vidocq, qui avait déjà eu un précédent Vidocq qui a été très mauvais. Oui. Donc, pour rappeler rapidement, François Vidocq, c'est une légende des bas-fonds parisiens qui s'est échappé des plus grands bagnes. Et lors de sa dernière évasion très spectaculaire, il est laissé pour mort. Et en fait, il va se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Mais évidemment, le passé le rattrape. Il est accusé à tort d'un meurtre qu'il n'a pas commis et va passer un marché avec le chef de la police. Il va combattre la pègre en échange de sa liberté. Donc là, c'est un film gros budget. donc il devient indicateur. Oui, c'est un peu une balance. Ouais. Je n'ai pas forcément à l'aise d'ailleurs avec ça, d'avoir une balance comme héros, c'est un peu bizarre. Bref, c'est un film à gros budget, c'est un personnage mythique. C'est un duo, Vincent Cassel et Jean-François Richer, le réalisateur, qui avait fait le diptyque sur Mesrine, Ah oui. qui était assez intéressant. Donc, vous mélangez tout ça, on se dit, on va pas avoir du grand art, mais on va avoir un divertissement haut de gamme. Alors, le budget, on le voit, il y a des très beaux costumes, il y a une très belle reconstitution du Paris du 19e. Le scénario multiplie les péripéties, mais voilà, c'est un scénario, c'est une espèce de cahier des charges de bon élève, et c'est jamais la fresque un peu furieuse qu'on attend, quoi. Ouais. Et le scénario est très attendu, voire convenu, les acteurs cabotinent beaucoup, la mise en scène n'a pas beaucoup d'imagination, et au final, on s'ennuie. On s'ennuie alors qu'il se passe plein de choses, quoi. Donc c'est voilà, un empereur de Paris raté, comme s'il y avait une malédiction Vidocq au cinéma. Ça ne pourra jamais prendre. D'accord. Et un autre film français qui est assez étonnant, qui s'appelle L'Homme fidèle, qui est un film de Louis Garrel, l'acteur Louis Garrel, qui joue toujours dans les films un peu d'arrêt d'essai, avec son regard ténébreux. Il joue dedans avec Laetitia Casta et Lily Rose Depp, qui est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, qui fait ses premiers pas en tant qu'actrice dans un rôle important. Donc c'est l'histoire d'Abel et de Marianne qui vivent ensemble jusqu'à 20 ans, qui se séparent, qui se retrouvent 10 ans après,
Abel décide de reconquérir Marianne, mais les choses ont changé parce que Marianne a un fils qui s'appelle Joseph, et la tante de Joseph, la jeune Ève qui a aujourd'hui 20 ans, a toujours été amoureuse d'Abel et va essayer de révéler son amour à Abel. Donc ils se retrouvent coincés dans une espèce de triptyque amoureux comme ça, assez amusant. Donc c'est la deuxième réalisation de Louis Garrel, et il lit une romance un peu pittoresque dans un Paris, la nouvelle vague. C'est un Paris qui est fantasmé, c'est un Paris qui est vu d'ailleurs, qui est vu surtout généralement d'outre-Atlantique, on imagine Paris comme ça. C'est assez amusant, l'humour est assez tranchant. Puis il confirme son talent de cinéaste parce que sa mise en scène est assez précise et sert vraiment des dialogues qui sont souvent hilarants. On sent une nostalgie du réalisateur qui use beaucoup de sympathiques références à Truffaut, Co. Mais voilà, il souffre un peu du syndrome de la contrefaçon. Puis on a envie de lui dire, bon, il s'agit un peu de grandir, de sortir de la rue de Seine, de voir qu'il y a autre chose que le Paris et d'essayer de croquer des vrais personnages et de voir le vrai monde, quoi. Donc c'est bien foutu, c'est vraiment amusant. En plus, il n'y a pas un pet de gras, quoi. Ça dure 1h15. Donc c'est très, très efficace. Ce qui est déjà très agréable. Voilà, Garrel est un bon acteur, on le savait. Il confirme que c'est un bon cinéaste. Maintenant, il faut juste qu'il aille voir le vrai monde et filmer le vrai monde. D'accord, très très bien. Et alors Edmond, qu'est-ce que c'est Edmond ? Alors Edmond, c'est l'adaptation d'une pièce qui est une grande pièce à succès. Alors c'est Alexis Michalik, qui est un jeune auteur, qui est un metteur en scène de théâtre, qui, quand il l'a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez ce film Shakespeare in Love, Oui. Une quinzaine d'années, je Oui, crois, oui. qui a Magnifique. été beaucoup d'Oscars, un peu trop à mon goût, qui a raconté la naissance de Roméo et Juliette par Shakespeare, qui s'inspirait un peu de ce qu'il vivait, parce qu'il était en panne d'inspiration. C'était quand même très joli. C'était amusant, mais 11 Oscars ou une dizaine d'Oscars, pour ça, c'était un peu bon. Bref. On le revoit aujourd'hui, on se dit, bon, c'est gentil, c'est amusant, c'est surprenant. Je ne sais pas qui donne les Oscars, mais c'était quand même le héros parfait pour un... C'est pas un chef-d'œuvre, c'est amusant. Non, mais voilà. Shakespeare, c'est le héros anglo-saxon par excellence. Et bien là, c'est Cyrano, le héros français par excellence. Voilà. Et donc, il veut dupliquer ça, c'est-à-dire faire raconter l'histoire d'Edmond Rostand, qui a 29 ans, est un auteur qui écrit en alexandrin dans un Paris, ça se passe 1895, donc on est les premières voitures, la première aviation, le début du cinématographe, ça bouge partout, et lui est un auteur qui écrit en alexandrin dans le monde du théâtre où c'est Feydeau qui règne, et lui est un auteur plutôt un dramaturge, donc ça ne matche pas, et donc il a des dettes, il a 2 enfants, et il va se dire, bon, il faut absolument que je fasse une pièce. Sarah Bernard, qui est son amie, va lui présenter Coquelin, le célèbre Coquelin acteur. Il va lui vendre une pièce qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais écrite, qui est Cyrano. Et il va devoir écrire Cyrano super rapidement, comme ça. Et comme dans Shakespeare in Love, il va s'inspirer de ce qu'il vit. Alors, la mise en scène, c'est pas... On est dans du Feydeau, c'est que des quiproquos, des retournements de situation, des choses comme ça. Donc, il va croquer un peu tout ça pour écrire Cyrano. Donc cette pièce de théâtre a eu 5 Molières et que voilà, à chaque fois ça le comble et part en tournée. Donc les producteurs qui n'avaient pas envie de financer ce film à gros budget, 15 ans après, aujourd'hui, ils le font. Et donc il le sort. Alors, il ne tourne pas avec les acteurs de la pièce parce qu'ils sont encore en tournée. Donc il va prendre d'autres acteurs et notamment Olivier Gourmet qui joue Coquelin et qui est excellent. On retrouve Clémentine Célarié qui joue Sarah Bernard, on voit sa tête, on dit c'est surprenant et en fait elle est vraiment drôle. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça. On retrouve un peu l'esprit de troupe dans ce film de cinéma. Alors ça swing beaucoup, on dirait un peu des grands jazz de Big Bang, quoi. Ça s'arrête jamais, il y a toujours des transitions, c'est toujours en mouvement. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas du théâtre filmé, il évite ce piège-là, ce qui est assez amusant. Voilà, il y a une scène en plan séquence où il suit Coquelin qui lui dit raconte-moi la scène. Il croise des personnages comme ça et c'est comme ça qu'il écrit La tirade du nez, quoi. C'est des petits trucs comme ça. Donc c'est parfois un peu réducteur, mais c'est vraiment efficace. Et surtout, il vise large, quoi. Il vise du grand cinéma populaire en costume, que savait faire Philippe de Broca, par exemple. D'accord. Oui. Donc, alors évidemment, la caméra accentue les défauts qu'on ne voit pas au théâtre. C'est parfois un peu surécrit, c'est un peu parfois facile. Et puis, il va user aussi de facilité que permet le cinéma pour sortir de complications. Par exemple, il voulait impérativement que la dernière scène de Cyrano soit émouvante. Alors au théâtre, ce qui était génial, c'est que les acteurs étaient excellents quand ils jouaient le quiproquo pour préparer les quiproquos et l'écriture pour préparer la pièce, et en même temps étaient très crédibles quand ils jouaient la pièce. Donc il y avait un vrai talent. Alors là, il use d'artifice pour retrouver un peu l'émotion. Et donc voilà, c'est un peu dommage. Mais globalement, c'est un grand film populaire qui est à voir. Et puis surtout, voilà, ça raconte la naissance le héros français par excellence qui est Cyrano, quoi. Et puis ça fait du bien en début d'année de commencer par ça. Bon, très très bonne pêche alors. Moi, je rappelle Amanda que vous nous aviez chaleureusement conseillé et je suis allée le voir et qui est en effet très très beau. Et qui, après Strasbourg, se révèle de plus en plus d'actualité. Casse-Noisette, qui est
très beau, très joli divertissement. Et Sans famille, que j'ai l'intention d'aller voir, parce que Sans famille a bercé mon enfance. Et puis, je vous annonce que l'opéra La Cenerentola de Rossini va se redonner à la demande générale le 10 février au théâtre du Ranelagh à 11h du matin. Et je sais que certains d'entre vous ont suivi nos conseils et qu'ils en ont été fort aises. Merci beaucoup. Je rappelle alors vos choix. Arthur, l'homme fidèle, Happy Prince, Edmond. Et en dernier choix, l'empereur de Paris, pour Vidocq. Merci beaucoup. Merci Anne. À très vite. Chers amis de TV Liberté, à bientôt. Bonjour chers amis de TV Liberté. Pour cette rubrique livre, nous avons la joie de recevoir ce matin Jeanne Smith. Bonjour Jeanne. Bonjour Anne. Les téléspectateurs de Terre de Mission vous connaissent bien. Vous êtes rédactrice en chef de ce site de réinformation qui s'appelle Réinformation TV. Vous avez un blog, tout simplement Jeanne Smith. Et vous avez été directrice de Présent pendant bien des années. Je vous invite ce matin, vous avez traduit le livre que nous traitons ce matin qui s'appelle Le pape dictateur, l'histoire cachée du pontificat. C'est publié aux presses de la Délivrance et ça a été écrit par Henri Cyr. Alors, qui est Henri Cyr ? Alors, Henri Cyr est un un chevalier de l'Ordre de Malte, Oui. suspendu d'ailleurs depuis qu'il a publié ce livre, depuis surtout qu'on a su son nom, parce qu'il a commencé par le publier sous le nom de Marc-Antonio Colonna, Oui. du nom de l'amiral de la flotte qui a vaincu les Turcs à Lépante. Ce n'est pas un hasard. Alors, Henri Cyr, on dit en anglais, est de père anglais et de mère espagnole. Il est parfaitement bilingue. Il connaît très bien le pontificat du pape François par son approche de la presse hispanophone. Et puis l'affaire de l'Ordre de Malte, je crois que c'est ça qui a déclenché son intérêt pour l'affaire. Il m'a dit lui-même qu'il avait commencé à écrire ce livre dans un souci de justice, parce qu'il a vu la manière dont l'Ordre de Malte a été traité au cours de ce pontificat. Il a voulu rétablir les choses. C'est allé encore plus loin dans différents sujets. Ceux qui ne seraient pas au courant, faites-nous un petit portrait de cette affaire triste. Alors c'est une affaire triste, compliquée, que je ne vais pas exposer Non. dans son ensemble parce que ça nous mènerait très loin. Sachez simplement qu'il y a eu un certain nombre d'oppositions à l'intérieur, à la tête de cet ordre, avec la faction la plus progressiste autour des Allemands, de Böslager, chancelier de l'Ordre de Malte, qui avait quelques petites casseroles morales concernant des distributions de préservatifs par l'Ordre de Malte dans des lieux d'action caritative. Et le cardinal Burke, qui était chargé qui était le patron de l'ordre, le cardinal patron, avait été chargé par le pape François de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et puis, quand il l'a fait, le pape François l'a lâché et a donné entièrement raison à la faction allemande, ce qui fait que tout le jeu de pouvoir a changé à l'Ordre de Malte. Mais ça s'est fait de manière, disons, très illégale. Et cette exclusion du cardinal Burke est quand même totalement anormale, puisque c'est quand même, semble-t-il, un très très grand cardinal. C'est ce que je pense, pour le connaître. C'est très intéressant que nous ayons commencé par cela, parce que c'est quand même très emblématique d'une forme de gouvernement du pape François actuellement. Alors, je ne veux pas choquer les téléspectateurs, nous ne sommes pas ici pour choquer, nous ne sommes pas des pétroleuses antipapistes, ni l'une ni l'autre, mais nous sommes obligés de constater, puisque vous surtout, vous suivez tout ce qui se passe à Rome de très très près. Vous venez de faire un compte-rendu, et vous êtes la seule sur le PAF à avoir fait un compte-rendu de ce qui s'est dit au synode de la jeunesse. Et très exactement dans son document final. Dans son document final, qui est un document qui quand même pose des tas de questions,
Qu'est-ce que vous pouvez nous souligner comme question? Alors, je dirais, dans la foulée de ce livre, où il y a tout un chapitre sur les synodes, sur la famille, Oui. c'est passionnant parce que ça en donne une synthèse. Oui. Je dirais que ce que l'on a constaté alors, c'est-à-dire une manipulation en vue d'une fin, je le constate cette fois-ci avec un document final qui est censé évoquer les jeunes et leur discernement vocationnel. Oui. Alors, d'une part, nulle part il n'est dit que les jeunes vont peut-être être pères ou mères plus Oui. tard. Ou Donc, prêtres. Si, prêtres, si. C'est prêtre, Mais ouais. on imagine qu'ils vont se marier, mais la vocation à la maternité, à la paternité est complètement passée à l'as. Ce qui est intéressant. C'est très Mais- démodé. C'est très Très démodé. Pas tellement pour l'Église. Donc, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une espèce de hold-up sur ce synode, me semble-t-il, avec un tiers du document final qui concerne la synodalité. De même que lors des premiers synodes sur la famille, on avait avancé la cause des divorcés, remariés et un petit peu des homosexuels. Lors de ce synode sur la jeunesse, on a avancé la cause de la synodalité afin que les jeunes, les laïcs, les femmes aient voix dans les processus décisionnels, comme ils disent, de l'Église. Cela représente à peu près un tiers du document final, ce qui n'est pas rien. Et ce qui est le plus fabuleux, c'est que toute cette question de la synodalité est arrivée, a été plaquée et n'a pas du tout été discutée par les pères synodaux. Donc il y a un certain paradoxe. C'est donc là aussi un exemple du gouvernement du pape à l'heure actuelle, parce que ce qu'il a fait là, il le fait dans toutes les réunions. Première apparence, on donne la parole à tout le monde, et puis au final, il n'y a que ce que j'ai dit qui doit être publié. Alors je dirais que c'est l'explication, une forme d'explication de ce titre du livre, Le pape dictateur, Voilà, oui. qui a pu choquer. Je crois qu'un certain nombre de gens se sont trouvés rebutés par ce titre et en pensant que c'était un brûlot. Oui, mais c'est tout de même la réalité. Mais il faut expliquer Ouais. pourquoi. Le livre, à mon sens, n'est pas un brûlot. D'ailleurs, je ne l'aurais pas traduit. C'est-à-dire que vraiment, je me Bien suis sûr. posé la question, est-ce que je vais faire ce travail? Et- Moi-même, j'ai hésité oui. beaucoup avant de Mais je comprends, Anne-Brassé. l'émission. Je comprends. Mais le pape dictateur, pourquoi? Parce que ce pape est argentin et il avait une grande admiration pour Juan Perón, le chef de l'État argentin que l'on qualifie volontiers de dictateur, qui avait la particularité d'être extrêmement attaché au pouvoir, de n'avoir pas une ligne politique très nette, c'est-à-dire il pouvait être aussi bien à gauche le matin qu'à droite l'après-midi et les deux par la suite. Il cite cette conversation avec son neveu. Voilà, le neveu l'accompagne, est-ce apocryphe, je n'en sais rien, mais ça se raconte. Le neveu de Juan Perón l'accompagne pendant toute une journée, et le matin, Perón reçoit des syndicalistes et dit « Mais vous avez parfaitement raison, vos solutions d'extrême gauche, parfaitement raison, c'est très bien. » L'après-midi, il voit des patrons. Plus à droite. Ah, mais tout Vous à fait avez à raison. droite. Mais vous avez parfaitement raison. Et le neveu, le soir, dit à son oncle, mais enfin, mon oncle, c'est incroyable, vous avez dit blanc et noir le même jour, comment est-ce possible? Et Perón est réputé avoir répondu, tu as raison, mon neveu, parfaitement raison. Donc, alors, est-ce qu'on peut transposer ça au pape actuel, au pape François? C'est toute la question. Il y a ce désir chez lui de pouvoir qui est manifeste. Il n'y a pas de désir de richesse, manifestement. Il y a une volonté de dépouillement, manifeste. Mais il y a cette volonté de diriger, autocratique, qui fait qu'un des chapitres s'appelle « Le Kremlin Santa Marta Oui. ». Parce que de fait, lui qui loge maintenant à la maison Sainte-Marthe, il a une emprise, il est en direct avec ceux qu'il voit. Il a aboli la rencontre bi-hebdomadaire où tous les 15 jours, il voyait un certain nombre de cardinaux, chefs de dicaster, c'est terminé. On ne peut plus le rencontrer. On peut plus le rencontrer. En revanche, il a ses proches qu'il voit. J'ose Et à peine dire sa cour. Et l'interdiction d'émettre une quelconque Critique. remarque, Oui. voire critique, alors Voilà. que sous les précédents pontificats, l'Église allemande, pour ne citer qu'elle, ne s'est pas gênée pour Oui. remonter les bretelles de Jean-Paul II, Absolument. depuis de Benoît XVI. Absolument. Et les évêques n'ont pas été déplacés pour autant. Non, non. Ils ont été, alors que là, Il y a eu des sanctions déjà. là, les Oui. sanctions tombent Oui. dès le soir même. Enfin, Oui, oui. c'est assez- Et il y a notamment une histoire qui est racontée dans ce livre, qui est celle de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Plusieurs prêtres, 3 prêtres, qui travaillaient très bien et qui étaient notamment impliqués dans les dossiers hélas,
d'agressions sexuelles sur des mineurs. Ils ont été vidés du jour au lendemain, on n'a jamais su pourquoi. Müller, le cardinal Müller, qui était à l'époque préfet du Dicaster, s'en est plaint au pape, et dans les mois qui ont suivi, il a été débarqué de sa charge à la fin de sa période de 5 ans, qui normalement est renouvelée, il n'y a pas de question. Il est allé voir le pape, c'était normal, c'est la procédure. Le pape lui dit, bon, bah, d'accord, tu es viré. Et hélas, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de gestes comme ça qui relèvent d'un pouvoir autocratique. C'est un monde totalement autocratique. Alors, à sa défense, le pape trouve une situation au Vatican extrêmement dramatique à plusieurs niveaux. Oui, au niveau financier, c'est tout de même... on ne peut pas dire que ce soit une maison très très bien gérée. Non, il y a beaucoup d'opacité. En restant très sobre. Voilà. Il y a beaucoup d'opacité. Il y a des fonds qui passent il y a des trous dans les caisses. Il y a un peu de blanchiment d'argent sur les bords. Un peu de blanchiment d'argent. Une utilisation éhontée. On a entendu parler de cardinaux qui se font des salles de bain en porphyre. En porphyre, comme au beau temps des Borgia. Voilà. Il y a des gens qui ne pensent pas que la roue tourne et que le temps avance. Ils pensent qu'ils sont encore sous... Alors, bon, il y a ça, et puis il y a toutes ces affaires sinistres de vie, de débauche. Et qui dit débauche, eh bien dit débauché. Et débauchés qui font quoi? Qui demandent de l'argent, qui se font payer, et donc de chantage éhonté, affreux, et des histoires affreuses et là, il n'est pas responsable au sens propre, puisque ce sont des affaires de très longue haleine. Oui, c'est ce qu'on voit très bien dans ce livre. C'est un livre qui n'est pas totalement à charge, oui. Et il décrit bien la situation qu'on ne peut pas imputer au pape François, parce que quand il arrive, comme vous l'avez dit, il est élu réellement pour opérer une réforme que ni Jean-Paul II ni Benoît XVI n'était sans doute en mesure de faire, ne serait-ce que psychologiquement. Peut-être fallait-il un homme C'est-à-dire que fort. Benoît XVI a posé les bons diagnostics, Oui. il a pris les bonnes décisions, Et il a fait beaucoup de bonnes choses, il n'a notamment. jamais été suivi. Il n'a jamais été C'était suivi. resté lettre morte. Pas totalement. Il faut bien savoir que Benoît XVI a évacué un certain nombre d'évêques. Il a institué des règles très très précises sur les abus et agressions sexuelles. Sur ce plan-là, il est incontestable. Et ça, dès le début du pontificat de Jean-Paul II. Donc, il n'y a pas eu rien. Mais il y a eu un manque de pouvoir face à un monstre, à un cloaque, si on veut. Le marécage avait besoin d'être nettoyé. Le pape François a été élu pour cela. Il a commencé, d'ailleurs, par la mise en place de commissions financières. C'est un des chapitres que j'ai trouvé les plus passionnants, parce que c'est sans doute le moins bien connu. C'est tout ce qu'il a fait pour mettre en place des audits, un secrétariat pour l'économie. Mais on s'est bien rendu compte, et c'est ça l'intérêt du livre, c'est que au fur et à mesure, les cardinaux qui étaient en place, de droite ou de gauche, ça n'est pas une question d'orientation progressiste ou non, ceux qui avaient intérêt à ce que rien ne change ont su former une cour rapprochée autour du pape François, et les réformes sont tombées les unes après les autres. Ceux dont des cardinaux progressistes se lamentent amèrement aussi aujourd'hui. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de ligne de partage. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que certaines personnes, tout de même, au passé sulfureux et au présent sulfureux, hélas, n'ont pas été interrompues dans leur marche triomphante. Bien pire. Ils ont été soutenus. Et c'est ça le problème. C'est tout le paradoxe de ce pontificat qui a beaucoup affirmé, notamment sur le cas des abus, des agressions sur mineurs, et qui, dans le même temps, a remis en selle des gens, des prêtres, des clercs, un cardinal qui ont participé à cela, d'une façon ou d'une autre. Bon, tout n'est pas dit dans le livre parce qu'il y a eu beaucoup de développement depuis, mais on trouve dans le livre d'Henri Cyr, on trouve la trame. On trouve par exemple l'exemple d'un père qui s'appelle Mauro Inzoli, qui avait agressé plusieurs enfants même, et puis des jeunes, des agressions homosexuelles.
Il était connu comme le loup blanc, il avait des voitures extraordinaires, etc. Et il avait été réduit à l'état laïque. Eh bien, c'est grâce ou à cause d'interventions, semble-t-il, de certains cardinaux auprès du pape François, qu'il a été remis en selle, jusqu'à ce qu'enfin la justice civile le rattrape. Oui. Et alors, il a été écarté de tout, finalement. Mais ça, c'est passionnant dans le livre, parce qu'on voit très bien le fonctionnement de ce pape qui est entouré, peut-être volontairement, parce que c'est une constante dans sa vie, de personnes qui ont des choses à se reprocher. C'est une manière d'exercer le pouvoir, mais c'est une manière qui peut se retourner contre vous. Bien sûr. Surtout dans la durée. Oui. Parce que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Alors, après cet épisode, ce rapide survol des affaires, des douloureux problèmes sexuels, les marchands dans le temple, comme selon l'expression de Nuzzi, les marchands C'est son livre, sont oui. dans le temple. Il y a, parce qu'il y a des détournements graves, notamment du fonds de dotation américain, Oui. qui sont parsés pour régler des dettes dans un hôpital dermatologique à Rome. Oui, 25 millions de dollars. Ce qui a pour conséquence que les Américains ne veulent plus donner. Non. Et ils retiennent l'argent. Et les cardinaux qui en sont responsables, ils obéissent au pape. Et il semble que des ordres directs soient venus de Rome, justement pour ces détournements de fonds. Donc, après tous ces problèmes-là, qui sont quand même des problèmes solides, hein, des problèmes épais, venons-en au nerf de la guerre, c'est-à-dire le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Et alors là, que se passe-t-il, Jeanne Smith? Alors là, c'est une question épineuse, parce que la plupart des catholiques peinent à croire que le pape François puisse enseigner des choses qui sont douteuses ou les favoriser. Et donc, c'est un discours qui est extrêmement difficile à tenir. Seulement, il faut bien, quand on regarde les choses froidement, et notamment à travers le chapitre de ce livre qui évoque les synodes sur la famille, lorsqu'on regarde aussi comment fonctionne la miséricorde selon François, on s'aperçoit qu'il y a un grave problème. Et je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui donc des synodes sur la famille, où il a été beaucoup question de la communion pour les divorcés remariés. Un ballon d'essai qui avait été lancé avant même l'ouverture du synode par le cardinal Casper. Tout cela est parfaitement synthétisé. Et on s'aperçoit que le pape a un peu fait semblant de ne pas y avoir touché. Il y a touché quand même, on s'en est aperçu par la suite. Il est très désireux de cette modification qui a des répercussions, qui est faite au nom de la miséricorde, pour accueillir les gens. Alors très bien, mais cela a des répercussions graves sur le plan de la doctrine du mariage, de l'Eucharistie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont affectées. Et on s'aperçoit que ce que souhaite vraiment le pape, c'est que chaque évêque, ou plutôt chaque conférence épiscopale, eh bien, décide à sa manière de ce que doit être la doctrine. Ce qui fait que les évêques du Grand... Ça peut changer d'un pays à l'autre. Ce qui est arrivé dans le Grand Buenos Aires, c'est-à-dire les évêques de Buenos Aires et de sa grande banlieue ont dit communion pour les divorcés remariés, pourquoi pas, sans repentir et sans changement de vie. C'est bien ça qu'il faut voir. Les évêques de Malte, même chose, et le pape les félicite. Des évêques de Buenos Aires, il dit, mais votre interprétation est la bonne. Du document de l'exhortation apostolique qui est sorti du synode sur la famille, à Maurice Laetitia. Et en même temps, les évêques polonais disent « Mais non, il faut bien lire ce document selon la doctrine traditionnelle de l'Église, ça n'est pas possible. » Donc, ce qui me semble le plus grave dans ce pontificat, c'est la confusion. C'est le fait que les catholiques peuvent se tourner à droite ou à gauche et trouver chacun trouve sa sauce. La loi qui va convenir à sa situation. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu le principe de gouvernement, il l'a dit, mettez le bazar.
Il a Il dit, l'a mais- dit, il mettez a le dit, bazar, et quand il même. l'a pas. Je crois même qu'il ne l'a pas dit une seule fois. Oui. Alors, ça correspond un peu à sa spiritualité de jésuite. C'est-à-dire que cela veut que chacun exprime tout ce qu'il a à dire, qu'il mette un peu, qu'il change les choses, qu'il fasse vivre, parce que c'est là que l'esprit va finalement pouvoir, au terme d'un processus de discernement, je dirais quasi magique, Oui, mais enfin, ça- apporter une solution. Oui, ça, on a connu ça en 68. Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Débattez les gars et la vérité va surgir. Mais c'est non, tout à fait ça. Non, la vérité ne sort pas du bazar. Ça, on en a fait les preuves. hein. Alors, ce qu'il y a de plus, alors pour illustrer ça, on peut parler d'un père jésuite américain qui a un poste au Vatican maintenant, puisqu'il est conseiller du secrétariat pour les communications. C'est un haut poste. Lui, il est très, très, très ouvert à tout ce qui est communauté, LGBT. Enfin, Oui, voilà. un homme- Et il a expliqué. Un homme du présent Un et homme de du présent l'avenir. et de l'avenir surtout. Et il a dit du pape François qu'il n'avait pas d'attachement désordonné à la tradition de l'Église. Ah, ça, c'est le moins qu'on Ce puisse qui est dire. quand même extraordinaire. Alors, à propos de détachement, il aurait plutôt du détachement. Oui. On a vu surgir dans Rome une petite affiche un matin où un certain Pasquin qui est ces hommes qui, au temps de... C'était quoi, au XVIe siècle Oui, 17e, 16e, 17e. qui écrivaient des petits manifestes, des petits libelles ironiques. Et on a vu surgir ce petit manifeste qui est quand même assez costaud. Et Francky, tu as bousillé des congrégations, écarté des prêtres, décapité l'ordre de Malte et les franciscains de l'Immaculée, ignoré des cardinaux. Mais où est-elle donc, ta miséricorde? Parce que, à l'égard des tradis, comme on dit, de ceux qui, de tout temps, sont restés fidèles à la tradition, ou ceux qui opèrent un retour à la tradition, parce que l'Église est face à ce phénomène. Il y a ceux qui sont restés enquistés dans leurs vieilles habitudes, comme nous le savons tous. Et puis, il y a ceux qui ont fait le jeu des nouveaux rites et qui, au bout de 20 ans, 30 ans, se disent, mais pourquoi pas revenir à la beauté de la liturgie. Surtout depuis le motu proprio de Benoît XVI. Surtout grâce à Benoît XVI. Et alors là, on sent véritablement un déchaînement sanglant. Qu'est-ce qui s'est passé pour les franciscains de l'Immaculée. Alors, juste un mot. Je crois que les communautés traditionnelles sont davantage à l'abri de cette, j'allais dire vindicte, je ne veux pas employer un mot trop fort, mais de cette hostilité manifeste. Oui. Mais ce sont des c'est-à-dire, il a dit que de toutes les façons, c'était des communautés qui allaient vieillir et qu'elles disparaîtraient. Oui, ce qui, le problème, si on y va de manière habituelle, on ne croit pas trop. Le problème, c'est que ces communautés sont pleines d'enfants et que ça n'a pas l'air que le phénomène a plutôt l'air de s'agrandir. Et ça attire les jeunes surtout. Ce qu'il rend fou, c'est les gens qui reviennent. Voilà, et là, on a l'exemple, effectivement, des franciscains de l'Immaculée qui font l'objet d'un chapitre du livre. Alors, qui sont les franciscains de l'Immaculée ? Les franciscains de l'Immaculée sont des franciscains qui ont été fondés, enfin, c'est un élément de l'ordre franciscain qui répond à la spiritualité du père Maximilien Kolbe, qui vit dans un très grand dénuement personnel, qui vit uniquement de dons, mais vraiment uniquement, et qui fait évidemment beaucoup de bien parmi les pauvres, etc. Ils ont une spiritualité qui semble correspondre mais parfaitement à ce que souhaite le pape François, une église pauvre pour les pauvres. Et qui est présente dans beaucoup de pays pauvres. Alors, il y a eu une vindicte que l'on ne peut expliquer que par un refus de ce retour à la liturgie traditionnelle, puisque le père fondateur et le supérieur de l'ordre, le père Manelli, avait peu à peu redécouvert la beauté et la splendeur de la liturgie antique. Et beaucoup de ses frères étaient dans cette même mouvance. Certains non, mais d'autres oui. C'est-à-dire qu'ils sont restés biritualistes, comme on dit. Et du coup, ils se sont retrouvés dans le collimateur de Rome, qui leur a envoyé un commissaire. Quand je dis Rome, c'est bien par la volonté du pape François. Un commissaire pour vérifier le fonctionnement de leur ordre, pour leur reprocher des tas de malversations financières dont les tribunaux civils ont pu établir qu'elles n'existaient pas.
Et comme il n'y a pas d'argent, il ne pouvait pas y avoir de malversation financière. Il y avait de l'argent, il y avait des biens. Enfin, il y avait les dons. Oui. Ils avaient des dons, mais Oui, qui étaient aux mains d'une association de laïcs et puis qui étaient utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été donnés, tous ces dons. Et donc le pape François a véritablement opéré a fait mettre en place des mesures de persécution de cet ordre, de telle sorte qu'aujourd'hui... L'ordre est décapité. L'ordre est décapité. Et il y a Explosé. un certain nombre de frères qui sont partis, certains notamment, Henri Cyr le raconte, ils sont partis aux Philippines où ils pensaient pouvoir fonder un petit renaître. Et l'évêque qui les a accueillis a tout de suite été mis à la retraite. Donc on constate une action contre eux, contre les franciscaines de l'Immaculée. La même chose, oui. Même chose, mais aussi contre d'autres ordres religieux aujourd'hui, congrégations, pardon, notamment les sœurs de Saint-Agnand de la Rau, qui sont dans la même situation. Une volonté de traditionnaliser leur liturgie en attendant, si possible, de passer à la liturgie traditionnelle, eh bien, elles se retrouvent avec le même problème de commissaires politiques qui viennent leur dire qui déboulent chez eux, chez elles, et qui disent ça n'est plus possible. Et puis alors, terminons sur cette information qui concerne les congrégations féminines. Oui. Le pape réclame une collégialité de ces congrégations. Non, pas exactement. Alors le terme exact, c'est la fédération. La fédération, parmi toutes les petites communautés qui existent, certaines en grande perte de vitesse puisque les vocations ne sont pas venues, mais d'autres plus jeunes et plus florissantes. Plus florissantes et qui sont petites parce qu'elles démarrent. Oui. Et ce nouveau texte exige des sœurs qu'elles adhèrent toujours à une fédération. Voilà. Si elles n'atteignent pas le nombre minimum de membres. Fédération, c'était un mot qui était très employé par les communistes parce que c'est une façon de pouvoir... C'est une manière de contrôle. Et c'est un contrôle. Oui. Par ailleurs, on leur propose aussi des cours de formation continue, de sortir du couvent, parce que quand même, une religieuse qui ne se forme pas, c'est pas bien, comme si elle avait besoin de se former. Enfin bref, quelques autres petites nouveautés qui sont tout de même très très inquiétantes et qui laissent à désirer. Et honnêtement, on les comprend mieux en ayant lu le livre d'Henri Cyr. Il synthétise tout cela et on a des clés. Henri Cyr parle de chaos paisible et silencieux. Oui. Je trouve que c'est un peu bruyant, moi, mais enfin... C'est très bruyant, mais je pense que pour un grand nombre de catholiques, il y a une grande difficulté à reconnaître que on a tout le respect qu'il faut pour la fonction de la papauté, mais il y a un gros problème. Et qu'il y a un problème du côté de l'homme, un vrai problème qui aujourd'hui est constaté par ses électeurs eux-mêmes, qu'ils soient, entre guillemets, de droite et de gauche, même si les catégories ne correspondent pas exactement. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Smith, pour nous avoir présenté ce livre, Le Pape dictateur, que vous avez traduit, l'histoire cachée du pontificat aux presses de la délivrance, écrit par Henri Cyr. Et je signale aux téléspectateurs qu'ils peuvent vous retrouver sur votre blog, Jeanne Smith, ou ce site Réinformation TV. Merci beaucoup, Jeanne. Merci Anne Brassier, merci TV Liberté.